Bruce Springsteen, le très grand Bruce Springsteen. Et on est très heureux d'accueillir, comme d'habitude, quand on le reçoit, Nicolas Mirkovitch. Bonjour. Bonjour André, bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, dans 15 jours, très exactement, enfin, le 20 janvier, donc en principe, et malgré qu'un certain nombre disent non, il va pas arriver à être effectivement instauré ou institué, ça va être compliqué. Mais justement, je voudrais faire un peu non pas de politique fiction, mais de politique prédiction avec vous, Nicolas Mirkovitch. Je rappelle votre livre remarquable sur l'Empire américain. Qu'est-ce que comment vous voyez les choses un peu avec ce monde bouleversé et en gésine en ce moment? C'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer. Trump est arrivé vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. De nouveau, on nous avait dit qu'il ne pouvait pas y arriver. Il y a eu la tentative d'attentat. On voit qu'il y a encore beaucoup de personnes dans les médias aux États-Unis, dans certains médias en tout cas, même au sein de l'ancien gouvernement de Biden, qui n'acceptent pas la victoire de Trump. Pourtant, il a un mandat clair. Il a le vote populaire, le Sénat, la Chambre des représentants, la présidence. Donc, il a presque le tapis rouge pour faire ce qu'il veut. Il va falloir qu'il aille très vite. Il va falloir qu'il aille très vite parce qu'il va rencontrer de nouveau les mêmes types de problèmes qu'il a rencontrés la première fois. Il va encore avoir des bâtons dans les roues par une partie de l'administration. Il va encore avoir la planche savonnée par une partie des médias. Je pense quand même qu'il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts, que ça va être un peu plus facile pour lui, mais ça va pas être une sinécure. Et de tous les problèmes qu'il va rencontrer, Trump l'a déjà dit, c'est the problem within. Son plus grand problème, ça va être les bâtons dans les roues qu'il va rencontrer. De l'intérieur, vous voulez dire, oui. Voilà, de l'intérieur. Des administrations qui veulent pas mettre en place les politiques qui ont été demandées par Trump et qui ont été demandées par le peuple américain. Il va falloir donc qu'il aille très vite pour montrer cette fois-ci qu'il n'est pas venu pour rigoler. Il s'est fait avoir la première fois, lors de son premier mandat, parce qu'il était naïf, mal entouré. Il n'avait pas l'expérience de tout cela, il faut le dire. Zéro expérience. Je pense que lui-même pensait à l'époque que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Il s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça. Là, cette fois-ci, il arrive avec une équipe de personnes fidèles. Et tous les commentateurs le reconnaissent. Il veut vraiment des personnes qui lui restent fidèles. Il a été trahi. Il avait déjà dit lors de son premier mandat, il avait pris des personnes comme John Bolton, qui avait poignardé dans le dos, Jeff Sessions, des personnes qui étaient du parti, mais qui n'étaient pas fidèles. Il s'est entouré les gens de la justice, là, de Department of Justice également, à l'époque. Exactement. Il y avait des personnes dans son propre camp, même dans son équipe, qui étaient en train de lui savonner la planche. Donc il a compris, et là, c'est pour ça qu'il va arriver avec des personnes, je pense, plus intègres, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas plus proches de lui, qui ne vont pas le trahir. Parce qu'il faut qu'il aille extrêmement vite. Et on voit dans son équipe, il a une équipe qui rassemble des personnes de sensibilité politique quand même assez différentes, entre une Tulsi Gabbard et une Huckabee. On n'a pas les mêmes types de personnes dans les personnes qui sont nommées. Mais je pense que ce sont des personnes qui vont faire, il a leur confiance et il sait que s'il veut que sa politique fonctionne, il doit avoir des personnes qui ne vont pas flancher, qui ne vont pas être séduits par les sirènes des médias, qui ne vont pas balancer sur ce qu'il fait. Donc, il doit aller vite et il doit donner des résultats rapidement. C'est-à-dire qu'il doit montrer aux Américains que oui, en effet, il y a une partie de l'administration qui ne fait pas son travail, qui ne met pas en place les politiques que les Américains ont décidées. Il va falloir qu'il le montre très rapidement pour gagner en crédibilité et pour justement montrer aux médias, on va dire les néoconservateurs ou les démocrates, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au sein même des États-Unis. Et je ne parle même pas de la politique étrangère, qui est là, on est en effet, comme vous le disiez, on est dans c'est une tectonique des plaques assez incroyable. Tout est en train de bouger. Et même Trump, ces derniers jours, qui commence à dire je voudrais récupérer le Panama, je voudrais récupérer le Groenland. Le Canada. Il part du gouverneur Trudeau, qui va vraisemblablement donner sa démission cette semaine. Donc, on est dans une tectonique des plaques assez incroyable. Les cartes sont en train d'être redistribuées. Mon seul regret, c'est qu'en tant que Français, nous, on regarde ça à distance, vraiment comme les lapins au milieu de la route avant qu'il y ait les phares d'une voiture qui fonce sur lui. Et vous vous rappelez, Nicolas Mirkovitch, c'était amusant de voir quand Trump et Musk sont venus à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, à la résurrection et à la réouverture de Notre-Dame de Paris, il fallait voir les regards des politiques français sur Musk et Trump. C'était assez rigolo. Ah oui, c'était incroyable. On voyait à quel point on était vraiment des pieds nickelés ou des petits joueurs par rapport à ces deux personnes-là qui vont changer, ils vont profiter de la situation.
Trump a un programme. Je pense qu'il sait ce qu'il veut. Il veut refaire des États-Unis une grande puissance, enfin un grand pays. Hein, c'est son programme. Il s'est entouré de personnes qui ne sont pas des caricatures de fonctionnaires, hein, des personnes qui vont juste arriver, prendre une place, essayer de pas faire trop de bruit. Ouais. Entouré d'une personne comme Musk pour revoir. Il a créé le département de l'efficacité du gouvernement. Réduire les dépenses de l'État, ça nous fait rêver à nous, hein. Ah oui, c'est incroyable, c'est du bon sens et aucun autre président avant Trump avait osé s'attaquer comme ça au millefeuille administratif. C'est vrai. Le simple fait de le faire est quand même quelque chose d'extrêmement courageux et pour autant, il va pas faire des États-Unis un petit pays. Il veut que les États-Unis demeurent un grand pays parce que c'est dans l'intérêt des Américains. Et on peut comprendre cette position-là. Nous aussi, on aimerait un président qui défend les intérêts des mais justement, Nicolas Birkovitch, est-ce que quand même on peut dire, est-ce que Musk ne va pas, alors on l'a parlé très longuement de ce qui s'est passé, que Musk a relancé avec la dimension Musk, ça veut dire mondiale, ce qui s'est passé depuis 20 ans en Angleterre avec les terribles affaires de viol et de proxénétisme sur des très jeunes filles. Est-ce que surtout, il va faire un grand entretien avec l'AfD allemand, le parti allemand qui est plutôt considéré comme d'extrême droite et plutôt boycotté, en tout cas ici en Europe, et puis en plus, enfin avec un certain nombre de gens, et d'ailleurs il dit qu'Keir Starmer doit s'en aller, est-ce qu'il n'empiète pas un tout petit peu sur le domaine réservé quand même en Amérique de Trump? Alors, c'est clair que Musk est en roue libre. Là, il dit tout ce qu'il pense, il n'a plus aucun filtre. Ouais. Je pense que s'il le fait, c'est parce qu'il voit que les partenaires historiques des États-Unis ne sont pas à la hauteur. Donc lui, il chamboule, il se permet de dire quelque chose même un Trump n'oserait pas dire au niveau du grand public. Ils veulent de nouveaux partenaires en Europe. Je pense que là, c'est clairement le message de Musk. Ouais. L'Union européenne ou que ce soit l'Europe tout court, ils veulent des nouveaux contacts et c'est pas avec Stammer en Angleterre, c'est pas avec Scholz en Allemagne qui vont y arriver. Donc, je pense qu'il annonce des couleurs. Et c'est un peu le rôle qu'il a dans ce gouvernement. Alors, il ne sera pas dans le gouvernement, Musk. Hein. C'est vrai. Là, il est nommé par Trump sur une mission bien spécifique, mais il n'est pas dans le gouvernement. Il reste un homme libre. Et je pense qu'aujourd'hui, tant qu'il n'est pas dans le gouvernement, il a le droit de dire ce qu'il pense, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il y a des choses que tweet Musk que je trouve juste absolument génial. Et puis d'autres, je suis un petit peu, peut-être pas choqué, mais c'est un homme libre. C'est ça la liberté. Justement, quand vous parlez, effectivement, il peut dire, et d'ailleurs Trump peut le laisser dire, puisque Trump ne peut pas dire ce qu'il dit, mais ce matin, d'ailleurs, Maud Koffler vient passer ce qu'a dit ce matin devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron. Trump sait qu'il a en France un allié solide, un allié qui ne mésestime pas. Si on décide d'être faible et défaitiste, il y a peu de chances d'être respecté par les États-Unis d'Amérique, du président Trump. Voilà ce que dit Macron. Ça porte à conséquence ou c'est juste un petit appel du pied? Non, oui, Macron, c'est clair, il a compris qui était le patron maintenant. Donc, malheureusement aussi, Macron, comme de nombreux responsables politiques de l'Europe de l'Ouest, étaient plutôt dans le camp anti-Trump, pas juste pro-hariste. Ils étaient quand même assez anti-Trump. Ils ont parlé du populisme, de tout ce que Trump était en train de faire avec son entourage, que c'était pas bien pour la démocratie. Donc maintenant, évidemment, ils se font plus, ils font les canards, j'ai envie de dire. Ils se font plus discrets parce que Trump, lui, il a une mémoire longue. Trump, il sait qui a dit quoi. Et il ne va pas parler. Alors évidemment, c'est dans l'intérêt de Trump et de Macron d'avoir de bonnes relations. La France non, bien sûr, c'est pas. Mais dans le rapport de force, ce rapport va clairement pencher en faveur de Trump. Parce que lui, il a déjoué les pronostics, il est le patron maintenant et il arrive avec une équipe pour faire du bruit. Et là, malheureusement, nous, on n'a pas été préparés à ça. On n'est pas prêts, malheureusement. J'ai peur que la France continue d'être un peu vassalisée aux États-Unis et Trump ne va pas passer par la diplomatie. Il va dire très clairement ce qu'il veut, ce qu'on achète de lui. C'est clair. Et surtout, Nicolas Birkovitch, si vous le savez, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit sur l'Europe. Il a dit, si vous voulez être protégé, payez. Vous ne payez pas assez jusqu'ici, c'est la dernière question que je vais vous poser. Qu'est-ce que ça peut changer pour l'Europe en général et pour la France en particulier, en général par rapport au nouveau rapport de force et par rapport à ces plaques tectoniques qui bougent sans arrêt?
Alors, Trump est un négociant. C'est un homme d'affaires. Il n'est pas arrivé comme ça, avec, même s'il a peut-être une cuillère en argent dans la bouche quand il est né. C'est un négociant très riche. Il va négocier. Lui, il a une vision pour les États-Unis. Il va parler avec les grands responsables politiques de ce monde et il va voir ce qu'il peut gagner et qu'est-ce qu'il peut négocier qui vont aller dans le sens de cette grande vision. Il va le faire avec Xi Jinping en Chine. Il va le faire avec Modi en Inde. Il va le faire évidemment avec Poutine en Russie. Bien sûr. Et il va parler aussi à l'Union européenne. Il va parler à la France et il va voir, il va négocier. On parlait de risque tout à l'heure, c'est vraiment ça. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment est-ce qu'on peut trouver un type d'entente, oui. On deal. C'est l'art du deal, comme il disait. C'est l'art du deal. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il est encore jusqu'à présent en faveur de la paix. Et donc, du coup, il préfère négocier. C'est le doux commerce. Hein. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut plutôt faire des bonnes affaires ou faire des affaires ou se répartir des territoires? Tu vends le pétrole là, je vends le pétrole là, et puis on évite de se marcher sur les plates-bandes des uns des autres. Donc ça va être intéressant. Qu'est-ce que la France peut donner ou réclamer? Ça, c'est le sujet qu'on doit se poser. On doit toujours se poser la question, quel est notre intérêt? Malheureusement, Emmanuel Macron n'a pas grand-chose aujourd'hui à échanger avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'il peut décemment proposer à Trump qui pourrait l'intéresser? Et le problème, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation où Trump va dire moi j'ai négocié avec Poutine, l'Ukraine s'est réglée, vous maintenant l'OTAN, vous ne participez pas assez. Il a dit, il y a peu de temps. Oui, il faut que vous payiez. Il a dit. Jusqu'à 5% du PIB. La norme de l'OTAN aujourd'hui, c'est 2% du PIB. Il a parlé, alors c'est sa façon aussi, je pense qu'il annonce le pire. Pour négocier ensuite, oui. Pour négocier, c'est sa tactique, mais 5%, c'est gigantesque. Comment est-ce que la France pourrait investir 5% de son PIB dans l'OTAN alors qu'on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour la sécurité, pour la justice, pour la police? Et on risque de se retrouver dans cette situation un petit peu vassalisée où Trump va clairement nous donner des ordres. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé, nous, un petit peu de souveraineté, comme l'avait fait à son époque De Gaulle, Macron va avoir du mal, Macron ou ses successeurs. De Gaulle était capable de dire aux Américains, je ne veux plus de base militaire en Bien France, sûr, et il le faisait. Je veux me retirer Voilà, donc je ne vois pas Macron avoir ce genre de discours. Ça serait bien qu'il ait, hein, mais je ne le vois pas. Donc, on risque de se retrouver dans une situation où on va encore se faire dicter notre rôle en Europe et dans le monde, et ça, c'est pas forcément bon pour nous. Et surtout que l'Europe, enfin la fameuse Union européenne, est en ce moment en divorce, je dis pas en divorce, mais enfin en querelle de ménage qui tourne effectivement à la friction. On le voit très très bien. Merci Nicolas Birkovitch, merci pour vos éclaircissements.